Le tintement des verres à vin, le léger bruit des fourchettes contre la porcelaine et les éclats de rire occasionnels remplissaient la salle à manger comme un spectacle d'entraînement. C'était leur anniversaire, les 50 ans de Gerald et Ruth Evans, et la maison était remplie de parents, de voisins et de vieux amis qui ne restaient jamais assez longtemps pour voir ce qui se passait lorsque les rideaux tombaient. Je me suis assis au bout de la table, exactement là où je m'asseyais toujours. Ni tout à fait dans le cadre, ni tout à fait hors du cadre. La pièce était chauffée par la lueur des bougies, le lustre au-dessus dispersant de douces ombres sur la table en chêne. Kyle, mon frère aîné, tenait la cour comme d'habitude, racontant des histoires dont il était toujours le héros. Ma mère riait au bon moment, les yeux brillants de fierté. Mon père, il ne m'a même pas regardé. Il ne m'avait pas dit un mot depuis mon arrivée. Juste un signe de tête serrée qui aurait pu être un clin d'œil si je n'y avais pas prêté attention. J'ai essayé de sourire à travers ça. Je m'étais dit que ce dîner serait différent. J'avais acheté une nouvelle robe, une robe qui ressemblait à de la force et non à de la douceur. J'avais même apporté un petit cadeau, une vieille photo de notre famille, restaurée et encadrée en noyer poli. Il restait fermé à côté de la pièce maîtresse, comme si je ne l'avais pas remis il y a une heure. J'étais sur le point de m'excuser doucement lorsque la voix de mon père traversa la pièce. « Ne prétends pas que tu comptes pour nous. » La phrase restait dans l'air comme de la fumée. Lent, suffocant. Puis il ajouta sans même tourner la tête, « Tu es juste là parce que ta mère a insisté. » Chaque fourchette s'arrêtait en plein air. Ma poitrine se serra. Mes mains se sont enroulées sur mes genoux pour ne pas trembler. Mais le pire, ce n'étaient pas les mots eux-mêmes. C'était à quel point ils me semblaient normaux, comme s'ils faisaient partie d'un scénario tacite que j'avais mémorisé depuis mon enfance, comme si j'aurais dû les voir venir. Kyle laissa échapper un petit rire, puis marmonna, « Honnêtement, nous oublions que tu existes la moitié du temps. » J'ai regardé autour de moi. Personne n'a bougé pour l'arrêter. Personne n'a dit mon nom. Les mêmes visages que j'ai connus toute ma vie, et aucun d'eux n'avait l'air surpris. La chaleur dans ma poitrine est montée si vite que j'ai cru que je pourrais m'étouffer, mais aucune larme n'est venue. Pas cette fois. Au lieu de cela, j'ai pris mon verre d'eau et j'ai tapoté le bord avec le manche de ma fourchette. Une fois claire et délibérée, la salle devint silencieuse. Même le sourire de Kyle s'effaça. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, » dis-je. Ma voix était ferme, presque trop ferme. Juste 3 phrases. Je me levai lentement. Mes genoux n'ont pas tremblé. Mes mains n'ont pas bronché. Mon cœur battait à tout rompre, certes, mais ce n'était pas la peur. C'était une certitude, celle qui n'arrive que lorsqu'on reste silencieux trop longtemps. Tous les regards se tournèrent vers moi maintenant. Même mon père a finalement regardé. Il haussa un sourcil comme si j'étais sur le point de m'embarrasser à nouveau. J'ai soutenu son regard. La première phrase fut silencieuse, mais elle tomba comme le tonnerre. J'ai aimé cette famille avec chaque partie de moi que tu as jugée n'était pas assez bien. Quelqu'un expira brusquement. Je ne savais pas qui. Ma mère cligna des yeux. Son sourire s'effaça comme une tache sur une vitre. Je laisse le silence respirer juste assez longtemps. Puis j'ai prononcé la deuxième phrase. Et après ce soir, tu n'auras plus jamais à faire semblant de te rappeler que j'existe. Kyle bougea sur son siège. Mon père se pencha en arrière, les bras croisés. Mais pour la première fois, il n'avait pas l'air de s'ennuyer. Il avait l'air perturbé. Je n'ai rien dit d'autre. Pas encore. Je posai mon verre, me tournai lentement et m'éloignai de la table. Personne ne m'a appelé. Pas encore. Pas avant d'avoir atteint la porte d'entrée. La voix de ma mère finit par briser l'air, douce, suppliant, « Jordan. » Je ne me suis pas arrêté. Le poing de mon père frappa la table avec un bruit sourd derrière moi. Kyle a marmonné quelque chose, mais j'étais déjà parti. J'ai ouvert la porte. L'air froid de la nuit effleura ma peau comme un soulagement. Comme la libération. Puis j'ai tourné légèrement la tête par-dessus mon épaule. Pas de drame, pas de cri, juste 3 derniers mots. Prends soin de toi car tu n'auras pas d'autre chance de prendre soin de moi. Et j'ai fermé la porte derrière moi. Le vent extérieur me mordit les joues alors que je descendais du porche, mais il me paraissait moins violent que le froid qui venait de s'installer en moi. Je n'avais pas de manteau. Je n'avais pas prévu de partir aussitôt. J'avais prévu de rester pour essayer d'être vu. C'était peut-être la partie la plus triste. Après toutes ces années,
une partie de moi croyait encore que je pouvais faire quelque chose pour enfin gagner leur amour. J'ai marché dans l'allée de gravier, les pierres craquant sous mes talons comme de minuscules os. C'était le même chemin que j'empruntais quand j'étais petite fille, pieds nus avec les genoux écorchés, poursuivant Kyle, même s'il ne regardait jamais en arrière. J'ai toujours pensé que si je courais assez vite, je rattraperais mon retard. Peut-être qu'il attendrait. Il ne l'a jamais fait. Cette nuit-là, souvenir après souvenir remontèrent à la surface, sans y être invité, mais tranchant comme du verre à travers la peau. Je me souviens avoir 10 ans, debout près de la fenêtre du salon, tenant une carte faite à la main pour la fête des pères. J'avais passé des heures dessus, à dessiner nous pêchant ensemble, même si cela ne s'était produit qu'une seule fois. Je suis resté là toute la journée à attendre. Il n'est jamais rentré à la maison. Lorsque je lui ai demandé le lendemain matin où il était, il m'a répondu « Le travail passe avant tout. Tu comprendras quand tu seras grand. » Mais j'ai grandi et je ne comprends toujours pas. Je me suis souvenu de mon 12e anniversaire. Ma mère a demandé si nous pouvions garder les choses simples cette année. Elle a préparé un gâteau de travers et m'a acheté un livre dans la poubelle à prix réduit. Eh bien, Kyle a organisé une fête surprise avec 20 enfants, de la pizza, des ballons et un tout nouveau vélo l'année précédente. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait eu tellement plus, elle a souri et a répondu « Kyle est plus sociable, ma chérie. » C'est différent. Je me suis souvenu de mon diplôme d'études secondaires. J'ai traversé la Seine avec une casquette et une robe bon marché. J'ai payé pour moi-même, scrutant la foule à la recherche de visages familiers et n'en ai trouvé aucun. Ensuite, j'ai vérifié mon téléphone. Un message de maman. Désolé, je n'ai pas pu sortir du travail. Tu comprends, n'est-ce pas? C'était toujours une attente que je comprenais. Que je n'aurais pas besoin de me contenter de rester et d'appeler ça de l'amour. Je me suis souvenu des vacances en famille auxquelles je n'étais pas invité. Les dîners que j'ai cuisinés ont été mangés sans merci. Les vacances où mon nom était mal orthographié sur la carte, voire pas du tout. Je me souvenais d'avoir été invisible et d'être toujours présent. J'avais passé tant d'années à essayer de gagner ma place à une table qui n'avait jamais été dressée pour moi. Tant d'années à me transformer en quelqu'un de plus agréable, de plus calme, de moins sensible, de moins dramatique. Mais peu importe à quel point j'ai rétréci, je n'ai jamais réussi. Soit j'en étais trop, soit pas assez. Et pourtant, je revenais sans cesse, espérant, croyant qu'un jour quelque chose changerait, qu'il me verrait, me choisirait, m'aimerait. Mais ce soir, j'avais arraché cette illusion de mes mains et je l'avais brisée sur le sol. Il n'y avait aucun retour sur ce qui venait de se passer. Et étrangement, cela n'a pas fait autant de mal que je le pensais. Cela n'a pas semblé être un chagrin. C'était comme une liberté. Au bout de l'allée, je me suis arrêté sous le réverbère, sa lumière jaune projetant longuement mon ombre sur l'asphalte. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas envie de courir après quoi que ce soit. Je ne voulais pas le réparer. Je ne voulais pas revenir en arrière et réessayer. Je ne voulais pas entendre d'excuses ni en proposer une. Je voulais juste sortir. J'ai levé les yeux vers la maison, si chaleureuse, si bruyante, si pleine de tout ce que je désirais depuis si longtemps. Et pourtant, je ne m'étais jamais senti comme chez moi, pas même une seule fois. Je me suis détourné. Je ne suis pas monté dans la voiture tout de suite. Je restais là, la main sur la poignée de la porte, respirant l'air froid de la nuit comme si c'était la première respiration propre que je prenais depuis des années. Les rires à l'intérieur de la maison étaient désormais étouffés, adoucis par la distance et l'isolement, mais pas suffisamment pour les empêcher de m'atteindre. Ils n'avaient pas suivi. Pas encore. Une partie de moi s'était attendue à ce que quelqu'un sorte précipitamment. Peut-être ma mère avec des excuses tremblantes ou Kyle avec une demi-blague vide de sens pour arranger les choses, mais personne n'est venu. Et ce silence disait tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je me glissai sur le siège du conducteur, fermai la portière et restai assis dans le silence. Le moteur était éteint. Le monde extérieur était figé dans ce calme étrange que seules les petites villes connaissent les nuits d'hiver. C'était comme si même le vent retenait son souffle. J'ai regardé mon reflet dans le rétroviseur. Pas la même fille qui sortait de cette allée en pleurant. Pas la fille qui attendait sur le porche un père qui ne se montrait jamais. Pas la fille qui baissait la voix, ses besoins, sa présence pour maintenir la paix qui ne l'incluait jamais. Cette version de moi? Elle avait fini. Mon téléphone a sonné une fois, puis à nouveau un SMS. Probablement maman.
Je n'ai pas vérifié. J'ai tendu la main, j'ai mis le téléphone en mode avion et je l'ai jeté dans la boîte à gants. Si ça sonnait encore, je ne voulais pas l'entendre. Pas ce soir. Jamais, peut-être. J'ai tourné la clé. Le moteur bourdonnait à la vie. Et juste au moment où j'étais sur le point de passer la marche arrière, la porte d'entrée de la maison s'est ouverte. Ma mère est entrée sur le porche. Elle tenait toujours un verre de vin comme si elle avait oublié qu'il était dans sa main. Ses yeux scrutèrent l'allée, atterrissant sur la lueur de mes phares. Pendant une seconde, juste une seconde. Elle avait l'air de vouloir se rapprocher, mais elle ne le fit pas. Elle resta là, rétroéclairée par la maison qu'elle avait toujours choisi de protéger à la place de sa fille. Ses lèvres bougèrent, mais je n'entendis pas ce qu'elle disait. Peut-être qu'elle a appelé mon nom. Peut-être que c'était juste un soupir. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas ouvert la fenêtre. Je suis passé en voiture. Mais juste avant que les roues ne commencent à rouler, j'ai baissé la vitre à moitié et je me suis légèrement penché vers l'extérieur. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement prononcé la troisième phrase que j'avais promise. Prenez soin de vous car vous n'aurez plus jamais l'occasion de prendre soin de moi. Puis j'ai remonté la fenêtre et je suis parti. Pas de klaxon, pas de pneus qui crissent, juste le craquement silencieux du gravier sous mes pneus alors que je m'éloignais. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas quand mon père a claqué la porte derrière ma mère, faisant trembler le revêtement. Pas quand Kyle a crié quelque chose d'inintelligible depuis le porche. Pas même lorsque la maison a finalement disparu de mon miroir. J'ai conduit en silence, laissant la radio rester éteinte, laissant le poids glisser sur moi kilomètre après kilomètre. Ce n'était pas la rage qui me poussait. Ce n'était pas une vengeance. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus lourd, comme une pierre qu'on pose enfin après l'avoir portée trop longtemps. Au moment où j'atteignis la route principale, je me sentais en apesanteur. Et pour la première fois depuis 31 ans, je ne me demandais pas ce qu'il pensait de moi. Je n'espérais pas qu'il me contacterait. Je n'attendais pas de pardon. J'avais fermé la porte, littéralement et émotionnellement, et le déclic derrière moi avait sonné comme une phrase complète. Une phrase qui signifiait « j'ai fini ». Mon appartement n'était pas grand-chose, juste un studio niché au-dessus d'une ancienne boulangerie du centre-ville, mais ça sentait la cannelle le matin et calme la nuit. Et après le bruit que j'avais laissé derrière moi, ce calme me paraissait comme une grâce. J'ai enlevé mes chaussures et laissé tomber mon sac à main sur le comptoir de la cuisine. Toujours dans les mêmes vêtements du dîner, mon manteau pendait intact près de la porte. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pourrais le faire. Je pensais que l'adrénaline allait s'effondrer et me laisser recroqueviller sur le sol, sanglotant sur ce qui aurait pu être. Mais les larmes ne sont jamais venues. Juste une étrange chaleur lente, comme si mon corps était enfin en train de dégeler après des décennies de froid. J'ai versé un verre d'eau, je me suis assis sur le bord de mon lit, j'ai regardé autour de moi l'espace qui m'appartenait entièrement. Il n'y avait pas de photos de famille sur les murs, pas d'objets de famille, pas de meubles hérités, juste des livres que j'adorais, des notes désordonnées collées au-dessus de mon bureau, une plante d'intérieur que j'oubliais toujours d'arroser et une lampe d'occasion qui projetait la pièce dans une douce lumière ambrée. Cela ne ressemblait pas à grand-chose, mais pour la première fois, j'avais l'impression d'être chez moi. Le silence était épais, mais pas lourd, ni hostile. Ce n'était pas le genre de silence dans lequel j'avais grandi, celui qui punissait. C'était différent. Ce silence était une permission. Permission de se reposer, permission d'être. Je me suis recroquevillé sous la couette que mon colocataire m'avait donnée il y a des années et j'ai laissé le poids de la nuit s'installer. Je pensais que je pourrais dormir de manière agitée, mais au lieu de cela, je me suis endormi plus vite que depuis des mois, voire des années. Le lendemain matin, j'ai préparé le café lentement comme si c'était un rituel. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'ai pas ouvert les emails. Je me suis juste assis près de la fenêtre. De la vapeur s'échappait de la tasse dans mes mains et j'ai regardé la rue en contrebas prendre vie. Les gens se rendent au travail. Des enfants rient dans des doudounes. Les commerçants ouvrent leurs portes. Le monde continuait de bouger et pour une fois, je n'avais pas l'impression de manquer de quoi que ce soit, mais la douleur persistait. Pas pour eux, pas vraiment, pour l'idée qu'on en avait, pour le fantasme auquel je m'accrochais. Que quelque part au fond, mes parents m'aimaient d'une manière qu'ils ne savaient tout simplement pas comment exprimer. Que si j'étais assez patient, assez calme, assez bon, ils finiraient par se tourner vers moi. J'avais passé si longtemps à vivre dans ce fantasme.
Je n'avais pas réalisé combien cela me coûtait. Cette soirée à table ne m'avait pas détruit. Cela m'avait libéré. Car une fois l'illusion brisée, il ne restait plus que la vérité. Ils ne m'ont pas vu. Ils ne l'ont jamais fait. Et je n'en avais plus besoin. Je me suis habillé et suis sorti dans l'air vif du Vermont. La ville était différente ce jour-là. Pas plus doux, mais moins urgent. Comme si je ne courais pas pour rattraper les attentes des autres. Comme si j'avais enfin l'espace pour demander « Qu'est-ce que je veux ?» Je n'avais pas encore de réponse. Mais pour la première fois, je me suis posé la question. Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvé aéré dans une petite librairie que j'adorais à l'université. La propriétaire, une femme nommée Grace, me reconnaissait toujours. Elle ne m'a pas demandé où j'étais. Elle n'a pas parlé de famille ou de vacances. Elle a juste dit « Contente de te revoir. » Et laissez-moi naviguer en paix. J'ai pris un journal, un simple. Pas de fleurs, pas de citations, juste une couverture vierge et des pages vides. À la maison, j'ai écrit la première phrase sur la première page. Je ne dois plus jamais mon silence à personne. Cette nuit-là, j'ai allumé une bougie, je me suis assis les jambes croisées sur le sol et j'ai écrit jusqu'à ce que ma main ait des crampes. Pas à propos d'eux, mais de moi, de mes pensées, de mes peurs, de mes rêves. Je n'avais besoin de personne pour le lire. J'avais juste besoin de m'entendre pour une fois. Et dans cette petite lumière vacillante, quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus la fille invisible. J'étais juste Jordan. Et cela suffisait finalement. Quelques jours passèrent, puis une semaine. Toujours pas d'appel, pas de message, juste le même silence creux que j'avais toujours reçu. Seulement maintenant, cela semblait intentionnel. Et cette fois, ça n'a pas fait mal. Il y avait un étrange réconfort dans ce calme, non pas parce que cela signifiait que quelque chose avait changé, mais parce que je ne considérais plus le silence comme une punition. J'y ai vu une preuve. Preuve que je m'étais éloigné de quelque chose de toxique et que cela ne m'avait pas poursuivi. Un soir, j'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert le chat de groupe familial. Toujours là, toujours nommé l'équipage des vannes. Cela faisait des semaines que personne n'avait dit un mot. Le dernier message était un mème envoyé par Kyle sur le football. Pas de réponse, pas de réaction, juste des bulles bleues vides flottant dans l'espace numérique. Je l'ai regardé pendant un moment. Mon nom était toujours répertorié, toujours inclus. Mais cette inclusion ne voulait rien dire. Cela n'a jamais été le cas. Mon pouce survolait l'écran. Et puis, sans tambour ni trompette, j'ai appuyé sur quitter le groupe. Êtes-vous sûr de vouloir quitter cette conversation? Oui. L'écran a clignoté, puis il a disparu. J'ai expiré. Aucune trompette n'a sonné. Pas de déferlement de musique dramatique, juste la paix. Une sorte de paix douce et honnête qui remplissait les espaces où se trouvait la culpabilité. J'avais quitté la conversation il y a des années. Ce n'était que le dernier clic. J'ai préparé du thé, j'ai mis une couverture sur mes jambes et j'ai ouvert mon journal. En haut d'une nouvelle page, j'ai écrit, parfois, la guérison et l'absence de bruit. Ensuite, j'ai ouvert mon ordinateur portable et fouillé dans d'anciens dossiers de photos. Je ne cherchais rien de particulier, je suivais juste un fil. Après quelques minutes, je suis tombé sur une photo que je n'avais pas vue depuis des années. C'était lors d'un barbecue familial, l'anniversaire d'un cousin, je pense. Sur la photo, tout le monde était rassemblé autour de la table, les bras autour des autres, en train de rire. Et j'étais là, à l'écart, assis seul au bord du patio, à moitié dans l'ombre, oublié, à peine dans le cadre. Je me souviens avoir gardé cette photo, non pas parce qu'elle m'apportait de la joie, mais parce qu'elle me rappelait comment j'avais passé ma vie à la périphérie, essayant toujours de m'y rapprocher. J'espère toujours que quelqu'un me fera signe. Cette fois, je n'ai pas seulement regardé la photo. Je l'ai postée. Pas de balise, pas de légende dramatique, juste une simple phrase en dessous. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de cesser de vous asseoir là où vous n'avez jamais été invité à être vu. J'ai appuyé sur le message, j'ai posé mon téléphone face cachée et j'ai recommencé à plier le linge. Cela n'a pas pris longtemps. En moins d'une heure, j'ai reçu des messages de cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Quelques-uns ont envoyé des cœurs. Une tante a simplement écrit « Je te vois ». Un autre a envoyé un message en privé. Il m'a fallu 40 ans pour y arriver aussi. Je suis fier de toi.
Mais de la part de mes parents, rien. De Kyle, rien. Et ce silence, c'était parfait parce qu'il était honnête. Il m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sans dire un mot. Ce soir-là, je me suis offert un dîner dans un bistrot chaleureux en bas de la rue. J'ai apporté un livre, commandé un dessert sans honte et regardé la ville se déplacer autour de moi par la fenêtre. Je me sentais comme un fantôme retournant dans son propre corps. Plus tard, alors que je rentrais chez moi sous la douce lueur des réverbères, j'ai réalisé quelque chose. Je ne pleurais plus la perte de ma famille. Je célébrais mon retour. C'était un jeudi pluvieux lorsque mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai hésité. L'écran s'éclaira à nouveau, persistant mais doux. Quelque chose dans ma poitrine bougea. Je ne savais pas comment, mais je savais que c'était elle. J'ai répondu sans saluer. Jordan, la voix était plus fine que dans mes souvenirs. Ma mère. Il y eut une pause, comme si elle attendait la permission de continuer. Je ne lui en ai pas donné. Elle a rempli le silence de bavardages gênants, posant des questions sur la météo à Burlington, sur mon travail, sur une boulangerie que nous visitions quand j'étais petite. Son ton était léger mais cassant, comme si un mauvais mot pouvait tout briser en deux. Pourtant, elle a évité la seule chose que nous savions tous les deux qu'elle réclamait. Finalement, après des minutes qui ressemblaient à un exercice d'équilibriste sur une corde cassée, elle poussa un soupir. L'anniversaire de ton père approche. Il a parlé de toi. Nous dînons. L'invitation était accrochée là, suspendue dans le statique. Une bouée de sauvetage, peut-être, ou un test. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie avait commencé à tracer des lignes douces sur la vitre. J'ai imaginé leur table, celle-là même où on m'avait dit que je n'avais pas d'importance. J'ai imaginé la chaise où je m'asseyais, le silence qu'ils me réservaient toujours. J'ai pris une inspiration, puis j'ai dit avec un calme, si calme que cela m'a même surpris, je n'y arriverai pas. Oh, sa voix se brisa légèrement. Peut-être la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Et j'ai mis fin à l'appel avant qu'elle puisse répondre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. Je restais là, laissant la pluie dehors refléter le calme en moi. Ce dernier fil entre nous s'était rompu. Pas violemment, juste doucement, comme une porte restée entr'ouverte qui finit par se refermer. Une semaine plus tard, un autre numéro inconnu est apparu. Celui-là, je l'ai connu immédiatement. Kyle. J'ai réfléchi à le laisser aller à la messagerie vocale, mais la curiosité, peut-être la mémoire musculaire, s'est éteinte. Jordan, dit-il, sans préambule, sans fausse acclamation, juste mon nom, brut et brut. Il y eut un moment de silence. Et puis il a ajouté, nous parlions de toi l'autre soir. Je n'ai pas répondu. C'est bizarre de ne pas t'avoir là, a-t-il poursuivi. Maman pleure parfois. Je l'ai laissé parler. Laissez-le s'asseoir dans l'inconfort qu'il a contribué à créer. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que je suis désolé, marmonna-t-il finalement. Je n'avais pas réalisé à quel point nous te faisions du mal. Je pensais que tu étais juste dramatique. Ce mot, dramatique, l'étiquette qu'ils avaient apposée sur chaque larme, chaque plaidoyer, chaque tentative que j'avais faite pour me faire entendre. J'ai presque ri. Au lieu de cela, j'ai respiré profondément et j'ai dit, je suis contente que tu t'en rendes compte maintenant. Une pause. Mais je ne reviendrai pas. Même juste pour visiter ? Demanda-t-il, encore petit comme un garçon. Non, je ne suis plus en colère, mais je ne suis plus cette fille non plus. Il y eut un autre silence. Il n'a pas réessayé. Puis, de la voix la plus douce que j'ai jamais entendue de sa part, il a dit, tu nous manques. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais la vérité s'est doucement glissée en moi comme un adieu. Tu as raté l'idée de moi, pas moi. Au revoir, Kyle. Et j'ai raccroché. Cette fois, je suis resté assis longtemps. Non pas parce que j'étais incertain, mais parce que je ne l'étais pas. Les appels étaient arrivés. Les excuses étaient arrivées. La porte s'était ouverte une dernière fois en grinçant et j'avais choisi de ne pas la franchir. Ni dans la colère, ni dans l'orgueil, mais dans la paix. Et la paix, j'avais appris, était la chose la plus bruyante qu'ils aient jamais entendue. Le silence n'a pas pris fin avec les appels. Au contraire, cela a grandi. Mais au lieu de le remplir de hypothèses ou de regrets, j'ai commencé à y planter des choses, de petits morceaux stables d'une vie qui était la mienne et la mienne seule.
Je me suis inscrit à un cours d'aquarelle le mardi soir. Cela faisait des années que je n'avais pas pris de pinceau. Mais au moment où je me suis assis devant le chevalet, quelque chose en moi s'est adouci. Je ne peignais pas pour obtenir de l'approbation ou des éloges. Je peignais pour le calme, pour la joie, pour le souffle. Le samedi, j'ai visité le marché des producteurs. Je m'arrêtais chaque semaine au même stand de fleurs, où une femme plus âgée nommée Margot mettait toujours un brin de lavande supplémentaire dans mon bouquet. Pour le calme, dit-elle, et chaque semaine je souriais sincèrement. Mon appartement a changé aussi. J'ai ajouté des choses lentement. Une étagère tordue que j'ai construite moi-même. Des rideaux jaunes doux qui rendaient les matins plus chauds. Un tapis que j'ai trouvé dans une friperie et qui ne correspondait à rien mais qui m'a fait rire. J'ai mis des photos non pas de personnes mais d'endroits que j'avais adorés. Des moments qui n'appartenaient qu'à moi. Un lac brumeux dans le Maine. Un horizon de ville au crépuscule. Un gros plan de mes mains recouvertes d'argile provenant d'un cours de poterie que j'ai suivi sur un coup de tête. J'ai commencé à mieux dormir, plus profondément, comme si mon corps avait enfin cessé de se préparer à l'impact. Il y avait encore des moments, bien sûr, des moments où le passé essayait de revenir, généralement tard dans la nuit où j'entendais une chanson de mon enfance ou apercevais quelqu'un qui ressemblait un peu trop à ma mère de dos. Le chagrin n'a pas disparu. Cela a juste changé de forme. Mais maintenant, je le laisse visiter sans le laisser rester. Au travail, les choses ont aussi changé. J'ai arrêté de me porter volontaire pour des tâches juste pour prouver ma valeur. J'ai arrêté de m'excuser d'avoir parlé. J'ai arrêté de rétrécir lors des réunions et un après-midi, après avoir présenté un projet dans lequel je m'étais investi, mon manager m'a regardé et m'a dit « J'espère que vous savez à quel point vous êtes précieux ». J'ai souri et j'ai dit « Merci et point ». Mais à l'intérieur, j'ai murmuré « J'apprends ». Cet hiver-là, j'ai organisé mon propre dîner de vacances. Pas un grand événement. Juste quelques amis qui étaient devenus une famille à leur manière. Nous avons mangé à la manière d'un repas partage autour de ma petite table, les bougies vacillantes, le jazz jouant en fond sonore. Il y a eu des rires, de vrais rires. Et quand quelqu'un portait un toast à des familles choisies, ma poitrine se gonflait de quelque chose qui me faisait sentir comme à la maison. Personne n'a demandé où étaient mes parents. Personne n'a mentionné Kyle. Et je n'ai rien proposé. Je n'en avais pas besoin. Cette vie, cette chose désordonnée, imparfaite et belle que je construisais était suffisante. Je ne l'ai pas construit par méchanceté. Je l'ai construit par amour pour moi-même, pour la fille qui avait autrefois tant essayé d'être vue et qui se voyait maintenant clairement pour la première fois. Certains jours, je me regardais encore dans le miroir et trouvais des morceaux d'elle, nichés dans le coin de mes yeux, enroulés dans mon sourire. Elle n'avait pas disparu. Elle avait simplement grandi. Elle était entrée dans une nouvelle version d'elle-même. Celui qui n'avait pas besoin d'autorisation pour prendre de la place. Celui qui n'a pas attendu d'être invité à table. Celle qui avait construit la sienne. Et chaque fois que je m'asseyais devant, entouré d'une chaleur qui était réelle, d'un amour qui n'exigeait ni performance ni preuve, je le ressentais. Pas de vengeance, pas même de justice, juste la paix. Il est arrivé un mardi. Une simple enveloppe blanche, légèrement froissée, nichée parmi les factures et les coupons. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture, élégante mais tremblante, était indubitable. Celle de ma mère. Je restai debout devant le comptoir de la cuisine et le regardai longuement. Mon pouce effleura le bord. Je n'ai ressenti ni peur ni colère, juste du calme. Finalement, je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, soigneusement pliée. Encre tachée par endroits. Il n'y avait pas de grande déclaration, pas de supplication, juste une suite de mots calmes, comme si quelqu'un essayait de marcher sur une glace mince sans faire de bruit. Elle a écrit sur mon manque, sur la façon dont le temps l'avait fait réfléchir, sur la façon dont les choses qu'elle pensait autrefois être petites, les anniversaires oubliés, les sièges vides, les remarques dédaigneuses avaient commencé à résonner dans sa poitrine. Elle a dit qu'elle aurait aimé être plus courageuse, avoir parlé davantage, avoir mieux aimé. Elle a dit qu'elle espérait que j'allais bien et que j'avais trouvé la paix. Et à la toute fin, une seule ligne était écrite dans une écriture légèrement plus fragile. Je ne m'attends pas à un pardon. Je voulais juste que tu saches que je le vois maintenant. J'ai plié la lettre lentement, je l'ai remise dans l'enveloppe, puis je me suis assise, ni submergée, ni brisée, juste présente, car je savais que cette lettre n'était pas vraiment pour moi. C'était pour elle,
une manière de se décharger d'une culpabilité qui commençait enfin à frapper trop fort. Une soupape de décharge pour une pression qu'elle avait ignorée pendant des décennies. Et peut-être que c'était suffisant. Mais je n'ai pas répondu. Non pas par amertume, ni par dépit, mais parce que je ne devais plus d'explications à des gens qui autrefois m'avaient regardé droit dans les yeux. Je n'avais pas besoin de l'aider à se sentir mieux face à ce qu'elle n'avait pas fait. Je n'avais pas besoin de rouvrir les blessures juste pour qu'elle puisse comprendre à quel point elles étaient profondes. Parfois, le silence est la meilleure façon de conclure. Plus tard dans la soirée, j'ai préparé du thé et je me suis assis près de la fenêtre, regardant la neige tomber en lente spirale sous les lampadaires. La lettre restait sur la table basse à côté de moi, intacte, sans réponse. J'ai pensé à la fille que j'étais, celle qui aurait saisi cette lettre comme une bouée de sauvetage. Qui l'aurait lu encore et encore, disséquant chaque mot, en espérant que cela signifierait que les choses pourraient redevenir telles qu'elles étaient. Mais je ne voulais pas que les choses reviennent. Cette version de moi avait disparu. Et à sa place se trouvait quelqu'un qui avait survécu, quelqu'un qui s'était choisi. J'ai ramassé l'enveloppe et l'ai rangée dans un tiroir, non pas pour la cacher, mais pour la placer là où elle appartenait dans le passé. Ensuite, j'ai allumé une bougie, la même que j'allumais toujours lorsque j'avais besoin de m'ancrer. Et j'ai murmuré, sans que personne d'autre ne puisse l'entendre, je ne suis pas en colère. Je suis libre. Il n'y a pas eu de célébration, pas de sanglots cathartiques, juste une acceptation tranquille qui me semblait plus lourde et plus sainte que tout ce que j'avais jamais connu. Et dans ce calme, je me suis fait une promesse. Je ne porterai plus la honte des autres. Je ne ferai plus de place à ma table pour ceux qui m'ont dit un jour que je n'étais pas à ma place. Je vivrai une vie si pleine, si riche d'honnêteté et de paix qu'aucune excuse, tardive ou non, ne serait jamais nécessaire parce que je m'étais déjà donné tout ce qu'il ne pouvait pas. Et cela a finalement été la véritable clôture de toutes. Les mois ont passé, et avec chacun d'eux, la distance entre moi et la vie que j'avais laissée derrière moi s'est élargie, plus calme. La chaise que j'occupais autrefois lors des dîners de famille, toujours vide, j'imaginais. Mon nom, autrefois utilisé comme punchline des blagues, s'attardait désormais dans des silences gênants. L'espace que j'ai laissé derrière moi n'a pas simplement disparu. Il s'est élargi, a fait écho, a posé des questions. Aucun d'eux n'a pu répondre. Mais je n'avais pas besoin d'être là pour en être témoin. Parce que mon absence était devenue une sorte de présence. Pas bruyant, pas dramatique, juste indéniable. Je n'étais pas en colère. Je ne les punissais pas. Je m'étais simplement retiré du rôle dans lequel ils m'avaient confié sans mon consentement. Le rôle du bouc émissaire, de l'outsider, du trop sensible, et sans moi, le scénario ne fonctionnait plus. Il y avait du pouvoir là-dedans, plus de pouvoir que je n'en avais jamais trouvé dans une confrontation, plus que n'importe quelle porte claquée ou monologue crié aurait pu me donner. Avant, je pensais que la clôture signifiait une compréhension mutuelle, un câlin, des excuses en larmes, des retrouvailles dramatiques où tout le monde voyait la lumière et m'accueillait à bras ouverts. Mais maintenant, je savais mieux. Clôturer, c'était choisir de ne pas expliquer, de ne pas accomplir, de ne pas espérer. J'allumais une bougie, je préparais le dîner pour une personne et je dansais pieds nus dans ma cuisine pendant que le monde extérieur continuait. Cela prenait de la place dans une vie que j'avais construite de mes propres mains, et je ne regardais pas par-dessus mon épaule pour voir s'ils approuvaient. Par une soirée glaciale, je suis entré dans un café tranquille niché entre deux librairies du centre-ville, un endroit où personne ne connaissait mon nom, où personne n'attendait rien de moi. J'ai commandé un cappuccino, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé le monde défiler dans les reflets et les gouttes de pluie. J'ai remué lentement le téléphone, laissant la chaleur réchauffer mes paumes. Pas de téléphone dans ma main, pas de fantôme dans ma poitrine. Je me sentais entier, non pas parce que quelqu'un m'avait dit que je comptais, mais parce que j'avais arrêté de le demander. Quelque part derrière moi, un couple a ri. Quelqu'un d'autre a écouté la musique au-dessus de lui. Et moi, juste moi, je restais assis sans douleur ni urgence. Le passé lui semblait désormais lointain, comme un vieux rêve qui ne correspondait plus. Je ne les ai pas manqués. Pas vraiment. J'ai raté qui j'avais voulu qu'il soit. La famille que j'avais inventée dans mon esprit pour survivre à celle que j'avais me manquait. Mais le chagrin avait adouci son emprise. Et à sa place se trouvait quelque chose de plus stable. Gratitude. Reconnaissance qu'ils m'aient montré exactement qui ils étaient. Gratitude de m'être sauvé. Reconnaissance que le silence que je craignais autrefois soit devenu mon sanctuaire. Peu de temps après, j'ai reçu un autre message, une lettre,
cette fois d'une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de ce qui s'était passé. Il a dit que les gens parlaient, chuchotaient, s'interrogeaient. Et j'ai souri parce qu'ils pouvaient se demander tout ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient raconter des histoires, échanger des reproches, réécrire des souvenirs. Mais la vérité ne les accompagnait plus. Ils vivaient ici, dans la vie que j'avais construite, dans la voie que j'avais récupérée, dans l'espace que j'avais choisi. Et cela parlait le plus fort de la seule chose qu'ils ne pourraient jamais contrôler. Mon silence. Parfois, la plus belle vengeance n'est pas du tout la vengeance. C'est s'éloigner si complètement qu'ils ne peuvent même pas reconnaître qui vous êtes devenu. C'est vivre si pleinement que leur absence est comme un soulagement. Il s'agit de construire une vie tellement ancrée dans l'estime de soi que personne ne pourra plus la secouer. Et je ne l'avais pas fait pour eux, mais pour moi. Je m'étais enfin pleinement choisi.